Merci beaucoup. Bravo d'être revenu à l'heure pour cette deuxième séquence. Alors j'ai le plaisir d'appeler Alicia Cigarroa et Nathalie Constant à mes côtés pour cette deuxième table ronde, enfin en tout cas cette deuxième séquence qui est un regard croisé sur un parcours. Voilà, vous avez le nom d'Alicia et de Nathalie. Alors Alicia Cigarroa est secrétaire pédagogique à l'Université de Bordeaux, ce qu'on appelle le Master STAPS. Et puis Nathalie Constant est correspondante handicap et responsable du service. Allez-y, allez-y, asseyez-vous, on va se mettre plus loin. Là. Ouais, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Ok, le temps que les dernières personnes arrivent. Alors, pendant ce temps de préparation, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger, Alicia et Nathalie, avec vous, parce que c'est toujours intéressant de voir comment on peut avoir un parcours qui se construit, enfin, ou qui s'est construit à travers quelques embûches, mais aussi pas mal de volonté. Bon, alors, pour être tout à fait franc, il y a quand même peu d'embûches dans votre parcours, bien que, par rapport à ce que j'ai pu voir d'habitude, où de temps en temps, il y avait des murs énormes qui se dressaient devant certaines personnes. Donc vous, ça a été finalement un peu plus simple, mais quand même, il a quand même fallu que vous franchissiez pas mal de choses. Alors je vous propose de commencer avec vous, Alicia, pour que vous nous donniez quelques grandes lignes, quelques repères sur votre parcours, comment vous en êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui où vous témoignez devant nous. Bonjour, merci Jérôme. Bonjour à tous, donc, je suis Alicia Cigarroa, je suis secrétaire pédagogique à la faculté des STAPS à Pessac, donc une faculté de sport. Donc, grosso modo, je m'occupe de la gestion administrative de parcours de master en STAPS. Voilà, donc je suis en situation de handicap malentendante et appareillée depuis l'âge de mes 13-14 ans, des deux oreilles. Donc voilà, parcours assez difficile sur l'adolescence, sur toute ma jeunesse, difficulté d'assumer ce handicap, d'assumer ces prothèses. Carrière professionnelle, donc du coup j'étais dans la grande distribution, un magasin de jouets pendant 7 ans. Donc j'ai travaillé dans un magasin à Bordeaux-Centre pendant 7 ans. Magasin de jouets, pourquoi important de préciser? Dans mon cas, magasin de jouets dit beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, période de festivités, Noël, assez bruyant avec les animations, avec le Père Noël qui vient distribuer les cadeaux aux enfants, les enfants qui crient, les parents qui sont tout excités. Et tout ça, ça fait un brouhaha permanent et un brouhaha indescriptible et assez compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que c'est difficile quand un client nous pose une question, ça peut être une question toute simple, combien coûte ce produit? Quand il y a ce brouhaha derrière, c'est compliqué à comprendre et à répondre. Donc ça, c'était une difficulté, une très très grande difficulté, qui n'est pas toujours comprise par les clients, comprise par tout le monde. Voilà. Donc du coup, j'ai quitté ce monde-là parce que c'était un peu compliqué. Donc en 2017, j'ai postulé à l'Université de Bordeaux dans le cadre d'un recrutement réservé. Donc c'est un recrutement BOE pour les bénéficiaires d'obligations d'emploi. Donc c'est pour les personnes qui ont une RQTH, reconnaissance travailleur handicapé. Donc j'ai postulé sur un poste d'accueil à la faculté des STAPS. Voilà, donc après 1 an de stage et un passage en commission de titularisation, donc je suis devenue titulaire. Voilà, en 2019, j'ai profité d'un départ à la retraite d'une collègue pour devenir secrétaire pédagogique. Donc c'est le poste que j'occupe actuellement. Voilà, donc je suis également représentante du personnel de la faculté des STAPS, du Collège des sciences de l'homme, et aussi je fais partie d'un réseau d'ambassadeurs handicap de l'université. Donc on est 28 ambassadeurs qui sont par là. Donc réseau d'ambassadeurs piloté par Éric Dugas et Nathalie, qui a pour vocation d'orienter les personnels de l'université vers les personnes ressources
de diffuser les informations et aussi de sensibiliser le personnel de l'université par des animations de sensibilisation que nous faisons de temps à autre. Alors, pour mon intégration en STAPS, j'ai eu la chance, j'insiste sur le mot chance parce qu'elle est vraiment réelle, d'avoir été très bien accompagnée par une équipe bienveillante, par une équipe et une direction bienveillante, qui a su m'accompagner sur ma prise de poste, qui a su me rassurer et qui a contribué à mon évolution et à ma progression au sein de la faculté. Je dis toujours, mieux on est accompagné, mieux on réussit. Ça a été mon cas, grâce à cet accompagnement, par mon équipe et par Nathalie aussi. Voilà. Donc en 2022, donc à échéance de mes prothèses auditives, je suis allée voir le médecin du travail pour obtenir une prescription, qui m'a permis d'obtenir de la part de mon employeur, donc l'Université de Bordeaux, une prise en charge importante sur le prix de mes appareils auditifs. Donc c'était tout le reste à charge, ce qui n'est pas négligeable au vu du tarif des prothèses. Donc c'est toujours rassurant de voir qu'il y a un accompagnement, une prise en charge de la part de son employeur. Voilà. Petite anecdote aussi, pour illustrer certaines difficultés que j'ai pu rencontrer. En 2022, la faculté des STAPS a subi des travaux de rénovation. Nous avons donc toutes, je dis toutes parce que nous sommes des secrétaires féminines pour la plupart. Nous avons été donc contraintes de travailler dans un espace partagé. Donc, qui dit espace partagé dit 2 gros photocopieurs, 7 personnes, donc 7 téléphones, et puis le flux permanent des enseignants, des étudiants, des usagers internes et externes qui veulent des informations. Donc, je vous laisse imaginer le brouhaha permanent qui m'a rappelé mes années dans la grande distribution. Donc la difficulté, une très très grande difficulté en termes de concentration, en termes de compréhension. Donc beaucoup de stress, beaucoup de fatigabilité pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il veut me dire. On a très bien vu tout à l'heure sur le quiz, très bien fait d'ailleurs, de l'IRSA, qui a très bien illustré les cas concrets que j'ai pu traverser. Voilà. Donc, de par cette difficulté-là, j'ai contacté Nathalie, qui m'a orientée vers le Cap Emploi, si je ne me trompe pas, pour ensuite bénéficier des services de l'IRSA et étudier les possibilités qui pouvaient s'offrir à moi pour avoir une plus grande facilité au quotidien. Donc, j'ai bénéficié des services de l'IRSA pour obtenir un casque anti-bruit, qui m'a complètement sauvé la vie pendant cette période. Un casque anti-bruit qui était relié à mon téléphone et à mon ordinateur. Donc j'avais mon téléphone directement dans mon casque. Donc j'avais un casque anti-bruit toute la journée sur la tête. Et ça paraissait cocasse pour certains, mais très confortable pour moi et très salvateur, parce que aller au travail dans des conditions comme ça, c'était assez difficile. Voilà, donc un casque que j'utilise encore au jour d'aujourd'hui. Donc depuis les travaux sont terminés, nous avons regagné nos bureaux, mais que j'utilise quand il y a du bruit dans les couloirs, ou quand il y a du bruit dans les bureaux, ou pour les visios, vu que c'est connecté. Voilà, donc c'est des aménagements qui sont pas énormes, j'ai envie de dire, sur l'échelle des aménagements existants, mais qui, mine de rien, moi, m'ont été salvateur, c'est le mot, sur certains moments. Voilà. Ok, merci beaucoup Alicia pour ce premier temps qui est un exercice de synthèse pour résumer un parcours de vie qui est aussi long. Alors moi j'aimerais bien revenir quand même sur quelques étapes et notamment peut-être avec Nathalie pour voir comment les choses se sont petit à petit orchestrées et puis que voilà, peut-être qu'on s'arrête sur quelques obstacles que vous avez pu rencontrer, quelques difficultés. Déjà peut-être si je devais vous poser la question comme ça, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours, ça serait quoi? Et après je donne la parole à Nathalie. Alors
principale difficulté, je dirais que c'est rendez-vous chez l'ORL. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est très compliqué de trouver un ORL pour un rendez-vous rapide. Voilà, le rendez-vous avec toute la procédure de test, d'examen, et tous les tests techniques de l'appareillage chez un audioprothésiste qui peut être long. Parce que il faut tester les appareils dans plusieurs environnements sonores. Et on n'est pas tous les jours confronté à tous les environnements, et donc les tests peuvent être souvent assez longs. Ok, super, merci Alicia. Alors Nathalie, si on essaye de comprendre pourquoi ça se passe si bien à l'université, il se passe quoi comme différentes étapes pour que ça se passe bien? Déjà, Alicia, elle débarque comment chez toi dans ton service? Alors, Alicia, j'ai fait sa connaissance dans le cadre de ma participation à un jury qui est une commission de titularisation dans le cadre de ces fameux recrutements réservés aux bénéficiaires d'obligations d'emploi. Donc effectivement, très important pour le service handicap et notamment la correspondante handicap que je suis, de participer à ce type de jury parce que ça nous permet effectivement de faire passer de l'information auprès des agents qui sont recrutés, de leur faire connaître un petit peu les organisations, les personnes ressources à l'université qui sont là pour les accompagner tout au long de leur parcours à l'université. Parce que l'idée, effectivement, c'est un accompagnement spécifique, individuel, mais à long terme. Donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Alicia lors de ce recrutement, enfin ce jury, cette commission de titularisation qui lui a permis d'être titularisée à l'université. Donc suite à cette première rencontre, Alicia est venue vers moi lorsqu'elle a eu besoin de redéposer une demande de RQTH auprès de la MDPH. Donc, puisque le service handicap, mais notamment les assistantes sociales de l'université, sont là aussi pour accompagner les agents dans ces démarches parfois un petit peu pas faciles à mener, on va dire. On regarde des dossiers à compléter. Donc, on a repris contact avec Alicia dans cette perspective-là. Je l'ai renvoyée vers l'assistante sociale qui, elle, prend en charge les agents sur ce volet-là. Et nous avons également échangé toutes les deux sur son positionnement au travail, son poste de travail qui était à l'époque un poste d'accueil, donc en toute connaissance de cause par rapport à sa situation de handicap. Voilà. Donc, on a envisagé toutes les deux de solliciter le médecin du travail pour qu'une étude de poste soit mise en place pour essayer d'identifier, si besoin, certains moyens d'adaptation ou de compensation sur ce poste-là. Donc ça a été une première étape. Il y a une étude qui a été réalisée à l'époque par Cap Emploi, puisque à l'époque, l'université n'était pas encore conventionnée avec le FIPHFP, donc n'était pas prescriptrice directe pour ces fameuses prestations d'appui spécifiques. Ce que nous avons mis en place en suivant, lors du deuxième positionnement et du changement d'environnement de travail d'Alicia, puisque nous avons ressollicité une étude de poste dans le cadre de ce changement d'environnement de travail. Voilà. On est quand même dans un processus assez long finalement, c'est-à-dire d'abord une dégradation probablement, on va dire, d'un environnement qui rend les choses difficiles, le médecin du travail, ensuite Cap Emploi, ensuite les appuis spécifiques. Ça prend combien de temps tout ça? Alors, j'ai envie de dire que ça va quand même assez vite. Enfin, pour l'agence, ça ne va jamais assez vite, ça c'est sûr. Mais de manière générale, lorsqu'on sollicite des prestataires externes, jusque-là, on n'a pas eu de grosses difficultés à ce qu'ils viennent intervenir assez rapidement. Effectivement, il faut le temps aussi aux prestataires de bien analyser la situation, l'environnement de travail, d'analyser bien sûr les altérités dans cet environnement, d'analyser parfois aussi les missions de l'agent, puisqu'il y a aussi peut-être des actions menées sur de la réorganisation de missions. Mais non, je ne pense pas que ça soit... la plus grosse difficulté, c'est ce qu'a dit, je pense, Alicia tout à l'heure, elle est plus sur le volet vraiment médical. C'est-à-dire toutes les démarches de l'agent vis-à-vis de ces experts qu'il doit consulter au préalable. Quand ça ne se passe pas bien, c'est à cause de quoi? Parce que là, dans le cas d'Alicia, ça s'est bien passé, c'est ce que je disais au début. Mais quand, à un moment donné, il y a le grain qui vient rendre difficile les rouages. Je dirais que les difficultés principales, on les retrouve plutôt pour des situations de handicap qui apparaissent au cours de la vie professionnelle. Alicia, elle l'a dit, elle a eu la chance, à quelque part, d'être accueillie par des managers qui avaient, en toute connaissance de cause, recruté
une personne en situation de handicap. Voilà, c'est le propre de ce type de recrutement réservé. On sait qu'on va avoir une personne en situation de handicap à manager. Donc ces managers, ils sont déjà préalablement, on va dire, sensibilisés à la question. Ils savent aussi vers qui aller pour se faire accompagner, parce que le manager aussi, il doit être accompagné pour pouvoir lui-même avoir toutes les clés et faire en sorte que l'intégration se passe au mieux. Donc, ils connaissent les ressources, ces managers aujourd'hui. Je dirais que les plus grosses difficultés, c'est vraiment pour ces agents qui sont déjà en poste depuis longtemps, qui vont avoir à subir une situation de santé un peu compliquée, et qui, pour les collègues, pour les managers, en fait, ont des difficultés à faire entendre en fait, ces nouvelles altérités. Donc, effectivement, parfois, il nous arrive d'aller, et notamment avec d'ailleurs nos prestataires aussi d'appui, d'aller faire de la sensibilisation managériale pour mieux justement expliquer les altérités et les changements en fait, que l'agent peut avoir à vivre au long de sa carrière. Alors j'ai entendu à plusieurs reprises le mot ambassadeur, d'abord cité par Éric Dugas tout à l'heure, puis qui a été repris par Alicia. Alors vous êtes ambassadrice en plus d'être représentante de je ne sais quel collège et autres. Enfin, vous êtes cumularde finalement d'un certain nombre de choses. C'est quoi être ambassadeur ou ambassadrice au sein de l'université ? Alors, ambassadeur, ambassadrice du handicap, donc c'est avant tout orienter les personnels un peu perdus, qui ne savent peut-être pas vers qui s'orienter, pourquoi faire une RQTH, qu'est-ce qui est mis en place au sein de l'Université de Bordeaux, qu'est-ce qui est possible pour moi. Donc, orienter ces personnes-là vers les personnes ressources. Donc les personnes ressources, c'est Nathalie, médecin de travail, assistante sociale, pour aider ces personnes-là à mettre en place quelque chose qui puisse leur convenir. On est aussi un relais d'information auprès des personnels. Et aussi, on fait quelques activités, quelques animations de sensibilisation auprès des personnels. Voilà. J'ai cru comprendre qu'on remettait son mandat une fois par an chez vous, à l'université, ou qu'on le remettait ou pas. Je dis, j'ai pu... Pardon. Il semblerait qu'on est ambassadeur pendant 1 an, oui. Et qu'ensuite, vous avez vu, j'ai reformulé. Oui, merci. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ah, je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais je suis aussi sourde et malentendante. Voilà. Merci, Jérôme. Alors, pour être ambassadeur, en fait, un ambassadeur ou une ambassadrice, c'est un agent de l'université qui peut être aussi bien enseignant-chercheur que personnel administratif et qui est un bénévole. Mais cet ambassadeur, il bénéficie d'une lettre de mission qui définit bien ses missions. Alicia les a affichées. À hauteur de maximum 10% de son temps de travail quand même. Ça rentre quand même dans le temps de travail de l'agent. Donc ces bénévoles, ils signent une lettre de mission pour 1 année, reconductible autant qu'ils le désirent. Mais tous les ans, nous, dans la perspective d'étoffer le réseau, bien entendu, et de couvrir le plus de sites possibles et de structures de l'université, puisque comme vous le savez, l'université, elle est géographiquement assez étendue. Donc nous, l'idée du réseau, c'est vraiment d'aller s'infiltrer, d'aller au plus près de la communauté des personnels pour justement faire passer nos messages en termes de sensibilisation, en termes de communication et d'information. Donc nous faisons tous les ans, à l'issue de la CEP, le dernier jour de la CEP, nous faisons un nouvel appel à candidature auprès de la communauté à la recherche de ces bénévoles. Donc aujourd'hui, nous avons 33 bénévoles dans ce réseau. Nous avons commencé avec 25, 27, je ne sais plus. Voilà, je crois que c'est ça. Merci Nathalie. Et nous comptons bien continuer à l'étoffer. Voilà. Forte représentation aujourd'hui des ambassadeurs et des ambassadrices. Si vous levez la main, ah oui. Merci de votre soutien. Aujourd'hui, dernière question peut-être, Alicia, avant de passer sur une exploration sur les ressources qui permettent de pouvoir mieux nous intégrer quand on a ce type de handicap, ou en tout cas mieux compenser ce handicap. La question de votre évolution professionnelle, comment vous la voyez aujourd'hui? Il y a toute une réflexion qui est menée actuellement sur comment on arrive à évoluer aussi quand on a un handicap. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, mon évolution professionnelle, donc déjà, depuis que je suis arrivée à la faculté des STAPS, j'ai eu la chance de ne pas avoir du fait que mon handicap n'a pas été une contrainte sur mes missions. Donc, depuis que je suis arrivée à la faculté, mes activités se sont étoffées. J'ai eu de plus en plus d'activités, de plus en plus de responsabilités. Et j'ai pas ressenti en tout cas de gêne particulière de par mon handicap. Donc, je pense que c'est une chance pour moi. Je pense que ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Voilà. J'ai pour objectif aussi de candidater sur un poste en catégorie B. Donc mon handicap ne m'empêche pas d'évoluer. J'ai pas de contraintes ni de conséquences majeures sur mon évolution professionnelle. Super, alors je disais une dernière, maintenant c'était l'avant-dernière question. La dernière question, enfin, sauf Nathalie si tu veux compléter ça, enfin, cette question précédente. La dernière question, c'est si vous aviez à distribuer des gratitudes l'une et l'autre sur ce parcours qui visiblement est un parcours réussi, ça serait pour qui, auprès de quoi? À qui vous auriez envie d'adresser vos gratitudes? Alors, moi déjà Alicia elle-même, sincèrement, parce que je pense que Alicia, elle a énormément évolué par rapport à son image, à ce elle avait quand même. Au départ, quand on s'est connus, la situation de handicap, c'était quelque chose pour elle elle n'était pas dans le déni, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'était pas quelque chose qu'elle mettait forcément en avant. Voilà. Elle a énormément évolué par rapport à ça, et ça, j'en suis ravie, je la félicite beaucoup par rapport à ça, puisqu'aujourd'hui, elle en parle, elle l'affiche, et elle nous aide en plus à sensibiliser, en fait, hein, les collègues par rapport à ça. Donc d'abord Alicia, et puis ensuite l'ensemble des personnes ressources aussi, hein, qui travaillent quand même à cet accompagnement individuel et spécifique à long terme. Et puis les managers, la structure. Parce que sincèrement, Alicia, comme elle l'a dit, elle est dans un environnement très bienveillant, très conciliant, qui a su aussi bien capter les compétences d'Alicia, hein, parce qu'elle a vite changé de poste et elle a vite évolué dans ses missions, et elle va continuer, j'en suis certaine, à évoluer. Donc moi, la gratitude, avant tout, peut-être, oui, aux managers et à la structure. Merci beaucoup, Nathalie. Et vous, Alicia? Oui, je rejoins Nathalie sur l'attitude de mes managers. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, vu que j'ai été recrutée sur ce poste qui était réservé. La bienveillance des managers, de mon équipe, de Nathalie, de l'accompagnement de Nathalie dès le début, qui a changé quelque chose aussi en moi dans ma petite tête où tu parlais de déni. J'étais pas très loin. J'avais beaucoup de mal à assumer ce mot handicap. J'ai toujours eu du mal à assumer ce mot handicap et que j'assume mieux au jour d'aujourd'hui. De par toute cette expérience, de par ce réseau d'ambassadeurs aussi. Voilà. Et tout ça, c'est une force, c'est une très grande force que j'essaie de mettre en pratique sur mes activités au quotidien, mais aussi de partager aux autres. Voilà. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup pour vos témoignages. C'est toujours avec beaucoup d'émotion hein, qu'on écoute les parcours de vie des uns et des autres. Et merci de vous être livrés avec autant de sincérité l'une et l'autre.